Le tangrisme, on dit parfois tengrisme, à l'époque de l'Empire mongol, était répandu du Pacifique au Balkan. Le tangrisme classique a été basé sur les trois idées. Tolérance exemplaire exprimée de façon suivante. Comme Dieu a donné à la main plusieurs doigts, de même il a donné aux hommes plusieurs voies vers le Dieu unique. Désir de la paix universelle qui est souhaité dans le terme. Par la puissance du ciel éternel, du lever du soleil jusqu'à son couchant, le monde entier sera uni dans la joie et la paix. Idée d'un gouvernement mondial exprimée par les mots. Il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel et sur la terre, il ne doit être qu'un seul maître. Je parlais du tangrisme dans 3 vidéos. Cette vidéo est consacrée à la comparaison de la doctrine tangriste de Genghis Khan sur le gouvernement mondial et la paix universelle avec les idées sur la paix perpétuelle dans la philosophie européenne. Genghis Khan suivait la doctrine suivante de l'établissement de la paix perpétuelle. Tous les peuples des steppes doivent s'unir et préserver leur unité afin de former une armée invincible. Toutes les nations doivent être conquises puis vivre unies dans la joie et la paix. L'Empire mondial, représentant une fédération laïque, doit être créé. L'ordre dans cette fédération mondiale serait assuré par une seule armée mondiale des descendants des peuples des steppes qui doivent bien conserver et cultiver leur qualité de combat. Mais parmi la population civile doivent être doux et calmes comme un veau. La population mondiale doit être taxée avec des taxes modérées. La circulation des personnes et des biens doit être tellement sûre qu'on puisse aller du levant au couchant avec un plateau en or sur la tête, sans avoir à subir de personne la moindre violence. La doctrine de Genghis Khan était fondée sur la croyance en la puissance et la mobilité de la cavalerie unifiée des peuples des steppes, capables d'atteindre rapidement n'importe quel point de l'Eurasie. Citons 2 dictons de Genghis Khan. Tous les commandants et les guerriers doivent penser de leur honneur et de leur renommée. Puissent tous, en priant en Dieu et en combattant vaillamment, glorifier leur nom afin qu'avec l'aide du ciel éternel nous puissions conquérir tous les 4 coins du monde. Un guerrier parmi les gens doit être doux et calme comme un veau. Mais à la guerre, et il doit être comme un faucon affamé qui se jette criant à sa proie. Atamalik Jouvaini, dans son livre, exprime ses sentiments en termes enthousiastes. Le sort était bon pour moi et la fortune me souriait, et j'ai eu mon privilège d'embrasser le seuil du palais de l'empereur du monde, du Seigneur de la terre et du siècle, qui a donné la paix et la sécurité bénie. Conformément à la yaza et à la coutume des Mongols, quiconque leur obéit obtient la sécurité et ne subit pas leurs défaveurs et l'horreur de leur cruauté. Ils exonèrent de tout impôt les plus savants des adeptes de toutes les religions. Quelle armée dans le monde entier peut être comparée à l'armée tatare? Au combat, ils attaquent comme les bêtes sauvages entraînées. Dans les jours de paix et de tranquillité, ils sont comme des moutons donnant du lait, de la laine et bien d'autres profits. Par peur de sa yaza et de la punition parmi ses subordonnés, il y avait une discipline si stricte que dans son règne aucun voyageur, tandis qu'il était non loin de son armée, n'avait besoin ni de la protection, ni de l'escorte sur n'importe quelle partie de son chemin, et comme on dit avec un peu d'exagération, une femme avec un cruche d'or sur sa tête pourrait marcher seule sans crainte et sans peur. Aucun État n'avait avant une telle armée, très puissante et super mobile, capable de devenir le noyau d'une armée mondiale unique. Même l'Empire romain, dont la base de puissance était les légions d'infanterie et la flotte d'aviron. Les dirigeants de Rome antique étaient motivés par le désir de renforcement de leur pouvoir et de l'asservissement des autres peuples, et non par le rêve d'une paix perpétuelle entre toutes les nations. Max Gallo décrit bien ces sentiments dans son roman. On part
pardonne à César tous ses défauts car il est considéré comme l'archétype d'un homme civilisé. Il est impossible de ne pas reconnaître la capacité des Romains à bâtir l'État. Mais les peuples des steppes l'étaient aussi, ce qui est noté par René Grousset dans les termes suivants, les races de commandement. Les nations impériales sont peu nombreuses. À côté des Romains, les Turco-Mongols ont été de celles-ci. Rappelons que Gengis Khan a grandi non dans un village de 200 familles, mais dans une famille solitaire en pleine péril. Abandonné par tous dans le steppe après la mort de son père. Il ne pouvait, dans de telles conditions, que de concevoir et de renforcer son rêve de sécurité et de paix. Voltaire a vu la solution du problème de la paix entre les nations dans l'unification de l'Europe, dans laquelle les pays devraient devenir des provinces. Ce qui correspond tactiquement à l'idée des tangristes de la paix universelle et du gouvernement mondial. La doctrine de la paix perpétuelle de Kant, considérée comme classique, est basée sur des relations conventionnelles entre les États, conduisant à la création d'une fédération mondiale. Pour Kant, la paix est justement une situation vers laquelle tend l'humanité. Kant imagine que la paix est une loi naturelle, un état de stabilité vers laquelle tend toute société. Simplement, et là il reprend les Grecs, il imagine que les peuples se rencontrent d'abord en s'affrontant. Et que c'est à partir du moment où ils se connaissent, à partir de la fin de ces affrontements, qu'ils rentrent dans un rapport qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus constructif. Et donc, pour faciliter cette transition entre la période de rencontre et la période de relation, il propose de créer un cadre juridique pour obtenir le but absolu, une paix perpétuelle. Une paix qui dure toujours. Et c'est à partir de là qu'on imagine le droit de la guerre, afin de pouvoir garantir un meilleur avènement de la paix à la suite de cette rencontre qui se fait dans la violence. La construction progressive de la paix perpétuelle exige 3 choses pour Kant. Premièrement, la constitution civique de chaque État doit être républicaine. Deuxièmement, que le droit des gens soit fondé sur un fédéralisme d'États libres. Et troisièmement, que le droit cosmopolitique se restreigne aux conditions de l'hospitalité universelle. Kant refuse d'emblée l'idée d'un État mondial qui annulerait les différences inhérentes aux cultures et nierait le concept de souveraineté. L'idée d'un seul peuple ne tient pas, seule une fédération entre les États est envisageable. Pour rendre possible l'association des États, il faut les réformer de l'intérieur en leur faisant adopter une constitution républicaine qui seule est un régime de droit car elle suppose la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Si le peuple est associé au pouvoir, il ne peut pas vouloir la guerre car il devrait en subir les conséquences. À l'inverse, en régime despotique, dans lequel exécutif et législatif sont incarnés en la personne d'un seul, le prince, la guerre ne dépend que de la bonne volonté du gouvernant qui peut mépriser les intérêts de son peuple. C'est donc seulement une fois cette républicanisation des États engagés que peut être envisagée une alliance entre États souverains qui collaboreraient dans la paix du fait de leur interdépendance. Pourtant, au moment où il écrit, la France traverse la terreur, qu'il considère alors comme une aberration provisoire, et c'est sans parler de Napoléon qui n'est pas encore arrivé. Bref, on voit que sa théorie reste fragile. La doctrine de Kant était beaucoup critiquée comme excessivement idéaliste. D'une part, nous avons une théorie imprégnée de l'idéalisme qui décrit l'idéal de l'ordre mondial, dont la mise en œuvre serait très difficile à n'importe quelle époque historique. D'autre part, dans son traité, c'est philosophique sur la paix perpétuelle. Qu'on parle de certaines tendances de la politique mondiale qui sont toujours importantes. La doctrine plurialiste de la paix perpétuelle de Gengis Khan n'a pas été réalisée à cause de la violation de l'unité des peuples des steppes fondée sur le tangrisme neutre, par la faute des dirigeants de ces peuples exposés à l'influence de l'islam et d'autres religions. Citons une remarque de Kant sur les religions. Diversité des religions, expression bien singulière. C'est précisément. C'est comme si l'on parlait d'une diversité de morale. Il peut bien y avoir diverses espèces de foi historiques touchant des événements relatifs non à la religion mais à son établissement et qui sont ressorts du savant.
Il peut y avoir différents livres de religion, le Zen d'Avesta, les Védas, le Coran, etc. Mais il y a une seule religion vraie pour les hommes et pour tous les temps. Les cultes. Les livres ne peuvent être que des moyens variables qui servent des véhicules à la religion et qui changent suivant les temps et les lieux. L'humanité n'essaie qu'aujourd'hui de réaliser les grandes idées étonnamment modernes du credo du tangrisme, formulées par écrit dans de nombreux documents 450 ans avant la naissance de Voltaire. Le premier directeur général de l'UNESCO, Julian Huxley, pensait: D'abord, plus la tradition humaine s'unifiera, plus rapide sera la possibilité de progrès. Plusieurs fonds traditionnels, distincts ou rivaux, ou même hostiles l'un à l'autre, ne peuvent donner d'aussi bons résultats qu'un fonds unique commun à toute l'humanité. Le second corollaire, c'est que le meilleur, le seul moyen certain d'arriver à ce résultat, c'est l'unification politique. La morale attirée pour l'UNESCO est claire, sa tâche qui est de travailler à la paix et à la sécurité ne pourra jamais être entièrement réalisée par les moyens qui lui sont assignés, l'éducation, la science et la culture. Elle doit considérer une forme quelconque d'unité politique mondiale, que ce soit grâce à un gouvernement mondial unique ou autrement comme le seul moyen certain d'éviter la guerre. Cependant, l'unité politique du monde est malheureusement un idéal lointain et, en tout cas, elle n'est pas du ressort de un UNESCO. Ceci ne veut pas dire qu'un UNESCO ne puisse pas faire beaucoup pour la paix et la sécurité. De manière topique dans son programme d'éducation, elle peut faire ressortir la nécessité ultime de l'unité politique mondiale et familiariser tous les peuples avec tout ce qu'impliquerait le transfert de la pleine souveraineté des nations séparées à une organisation mondiale. Mais, de manière plus générale, elle peut faire beaucoup pour préparer les fondations sur lesquelles pourra reposer plus tard l'unité politique du monde. Elle peut aider les peuples à se comprendre mutuellement et à prendre conscience de leur humanité commune, de leurs tâches communes. Par opposition avec les nationalismes distincts qui tendent à les isoler, elle peut favoriser des entreprises qui pleinement internationales dès le début démontrent la possibilité de dépasser le cadre national et le nationalisme dans une activité commune. Soulignons qu'il s'agit ici de l'idéal de l'unité sous une forme inconnue qui reste toujours lointaine à notre époque. La division de l'humanité porte gravement atteinte à presque tous les composants de la qualité de la vie pour tous et pas seulement au niveau de sécurité. Dans cette optique et avec la connaissance des principes de base du tangrisme, l'activité de Gengis Khan se présente sous un angle complètement différent. Nous conseillons lire Jack Weatherford, qui explique dans son livre Gengis Khan et la naissance du monde moderne que l'empire de Gengis Khan alliait beaucoup de civilisations dans un nouvel ordre mondial. Au moment de sa naissance en 1162, le Vieux Monde était un ensemble de civilisations régionales, dont chacune ne savait pratiquement rien des autres. Au moment de sa mort en 1227, il les avait unis par des liens diplomatiques et commerciaux qui continuent de fonctionner à nos jours. Il a détruit l'ancien système féodal des droits et privilèges patrimoniaux et a créé un nouveau système de gestion basé sur les qualités personnelles, la loyauté et les succès obtenus. Il s'est emparé des villes dispersées et paresseuses le long de la grande route de la soie et organisa sur leur base la plus grande zone de libre-échange de l'histoire. Il a réduit les impôts pour tous et les a complètement abolis pour les médecins, les enseignants, les prêtres et les établissements éducatifs. Il a effectué le recensement de la population et créé le premier système postal international. Il a créé une législation internationale et reconnu la loi suprême du ciel bleu éternel sur tous les peuples. À une époque où la plupart des dirigeants se considéraient comme au-dessus de la loi, Gengis Khan a créé des lois qui concernaient à la fois les dirigeants et les pauvres bergers. Il a établi la primauté du droit et aboli l'usage de la torture. Mais il a organisé de vastes raids pour rechercher et détruire les voleurs et les meurtriers.
Actuellement, la recherche des valeurs communes à tous les gens de bonne volonté est en train de s'intensifier. Nous proposons de formuler le credo du tangrisme moderne dans les termes suivants compatibles avec sa formulation classique. Il y a plusieurs voies vers le Dieu unique et la foi de chaque personne doit améliorer sa qualité de vie sans nuire aux autres. Que cette foi contribue au rassemblement des gens de bonne volonté afin que l'humanité puisse vivre en harmonie et résoudre tous les problèmes qui surgissent. On peut trouver et télécharger mes livres mentionnés dans le groupe sur Facebook Tangra, Poésie et Philosophie.